et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Elle est la toute première à être passée sur Prenons un café. Elle est lilloise, maman de 2 enfants, et elle sévit sur Instagram sous le pseudo Break Your Day. Et oui, c'est Pauline qui ouvre le bal de cette merveilleuse capsule d'été version 2024. 5 ans se sont écoulés depuis notre premier échange, dans lequel elle nous disait tout de sa maternité. À l'époque, ses enfants avaient 7 et 2 ans, et on peut dire qu'aujourd'hui, les choses ont bien changé. Parce que si tu fais le calcul, son fils a désormais 12 ans, et qui est l'âge des prémices de l'adolescence. Alors comment Pauline vit cette nouvelle étape dans sa maternité ? Elle nous raconte tout dans cet épisode. Tu penses être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Frappez ! Bonjour Pauline. Bonjour Élise. Bienvenue de nouveau sur Prenons un café. Merci de m'accueillir une 4e fois. Ouais, justement, c'est ce que j'allais dire. Je te reçois pour la 4e fois. Tu as été la première invitée de Prenons un café en mai 2019, donc il y a plus de 5 ans maintenant, puisqu'on diffuse en été. Tu es aussi apparue dans l'épisode numéro 47, où on parlait sexualité avec Sylvana Louise. Et quel épisode ? Et c'était extraordinaire. Et tu es revenue il y a 2 ans ou 1 an, je ne sais plus. Je crois que ça fait, je me posais la question, il me semble que ça fait 2 ans. 2 ans, alors parce que c'était juste après, tu avais encore le ventre gonflé. Donc il y a 2 ans pour parler de ta ligature des trompes. Ouais. Et aujourd'hui, tu reviens pour une 4e édition. Écoute, tu es une de mes meilleures clientes. Pour justement faire le point, pour revenir sur ce Prenons un café frappé où on prend des nouvelles de nos invités, parce que ta vie de mère, en tout cas, a bien changé en 5 ans. Mais avant ça, pour les personnes qui n'auraient pas écouté tes 3 passages précédents, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bien sûr. Du coup, je m'appelle Pauline, j'ai 27 ans. Non, je... C'est mon choix, ouais. Ouais, c'est ça. T'as même pas tilté. Commence bien. Non, j'ai bientôt 37 ans du coup. Donc je suis mariée, j'ai 2 enfants. Et donc je suis à mon compte depuis 6 ans. Je fais des ateliers Instagram, organisation, productivité, ainsi que d'intelligence artificielle générative pour aider les femmes à être plus productives dans leur business. Waouh! Ça, on sent qu'il est travaillé le pitch, c'est beau. Franchement, on aime trop bien. Donc tu nous disais, tu as 2 enfants. Oui. Ils ont quel âge ces enfants ? Parce que ça a son importance sur le sujet Tout à que fait. nous allons aborder. Ils ont 7 et 12 ans. Donc ma fille Elisa a 7 ans et mon fils Oscar a 12 ans. Et il y a 5 ans, quand on enregistrait pour la première fois, du coup il y a 5 ans, ta fille avait 2 ans. Ouais, j'avais un bébé. Et ton fils avait 7 ans. En soi, vraiment de l'enfance pure et dure. Exactement. En 5 ans, il s'en est passé des choses. Ah oui. Léger. Je t'ai demandé de participer à cette capsule estivale pour une bonne raison, c'est que tu en parles aussi souvent quand même sur tes réseaux, c'est que tu es désormais une maman de pré-ado / ado, je ne sais pas trop comment le qualifier. Et que c'est pas le même game. Alors, c'est comment ? Tu nous dis, tu sais, j'ai l'impression d'être la porte-parole de toutes les personnes qui... C'est comment ? Vas-y, dis-nous, s'il te plaît, raconte-nous. Alors, c'est encore pire que ce qu'on imagine. Merde. Non, blague à part, je pense que s'il y avait un truc à retenir, c'est que on n'est pas prêt. Même si on se dit, on sait techniquement que ça va être compliqué, que c'est pas la même chose qu'un enfant, qu'il y a d'autres problématiques, etc. Mais je pense sincèrement que nous sommes pas prêts à vivre ce que nous vivons avec nos enfants dans la pré-ado et l'adolescence. En tout cas, moi, je ne m'étais absolument pas préparée, même si consciemment, je savais pertinemment que ça serait un moment de ma maternité qui serait bien particulier. Je sais pas, il y a eu un delta entre ce que j'imaginais éventuellement et ce qui se passe dans les faits. Ouais. Et je pense que déjà, il y a un manque d'information, un manque de préparation. Et puis aussi, te dire, même si j'avais été informée et préparée, en plus en l'ayant vécu moi, puisque j'ai été moi-même une pré-ado et une adolescente, en tant que parent, c'est totalement différent. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de... On se prend comme un raz-de-marée et en fait, on essaye de nager comme on peut. Okay. C'est vraiment ça l'effet que ça me fait, c'est que je suis face à... Je veux dire, c'est mon petit garçon, j'ai mis au monde, et pas que je le reconnais pas,
mais il change. Et voilà, il est en train d'être dans la phase de je suis plus un enfant et je suis pas encore un homme. Et toute cette phase-là, elle est extrêmement compliquée parce qu'il se cherche et que moi, je sais pas comment l'accompagner. Et c'est difficile, mais bon, en même temps, est-ce que quand on sait comment accompagner, est-ce que ça change vraiment la donne? Tu vois, je me pose vraiment ces questions et je me dis, au final, il faut vraiment que je sois présente et que j'essaye de faire de mon mieux et peut-être et j'espère que ça suffira. Oui, parce que c'est vrai qu'on est quand même pas mal aujourd'hui, en tout cas, informés sur tout ce qui est postpartum, grossesse, naissance. C'est vrai que la parole s'est vachement libérée. Mais il faut dire qu'en fait, les personnes qui ont libéré la parole, elles sont pas encore au stade de la préadolescence, de l'adolescence. Donc, pour l'instant, c'est pas encore des sujets qu'on évoque trop. Donc, merci de venir libérer la parole, en tout cas, de donner de l'info, parce que c'est vrai qu'on en parlait il y a 5 ans, je m'en souviens très bien. Tu disais que quand toi, tu étais devenue mère pour la première fois, il n'y avait pas beaucoup de ressources, en fait. C'est vrai, parce que en fait, je suis arrivée j'ai été mère assez jeune, finalement. En tout cas, je parle surtout dans notre société actuelle, ça serait bizarre de dire ça, mais en réalité, les femmes, c'est vrai qu'elles enfantent davantage vers la trentaine plutôt que début de vingtaine. Et moi, c'était début de vingtaine, donc c'est vrai que quand j'ai expérimenté la maternité, j'étais toute seule et j'avais pas accès à ces ressources pour l'allaitement et tout ça. Non, c'était. Et ben c'est pareil, mais avec la version ado. Exactement. À quel moment tu as commencé à apercevoir un switch où tu te dis, tiens, c'est marrant, mon enfant commence à plus être trop un enfant? Le collège. Ah ouais, l'entrée au collège. Ça a été ça. Ouais. C'est-à-dire que, genre, en juin, CM2... C'était encore un enfant. Ouais. Et en fait, je pense que du fait qu'il soit dans un environnement avec des plus grands, l'a fait évoluer d'un bond, comme ça, dans l'âge et dans la maturité. Alors, maturité, je parle pas de maturité dans le sens... maturité dans le sens plus vieux, tu vois. On n'a pas 25 ans de plus. Non. Ni 30. Non. Mais et je pense que oui, il a fait un gap parce que dans son environnement, il est quotidiennement avec des personnes plus vieilles, en fait. Parce qu'il a fallu qu'il devienne autonome, sur énormément de sujets. Tu vois, on est passé je l'emmenais tous les jours, j'allais le chercher tous les jours, tu ne sors pas tout seul, tu vas au collège tout seul à pied, tu rentres tout seul à pied, tu as le droit de sortir quand ton prof il est pas là, je suis prévenue. Tu peux aller acheter Enfin, c'est ça, le mercredi, il sort, il me dit je vais avec des copains m'acheter des bonbons à Carrefour. Au Champ Leclerc. Vous allez voir, je sais pas pourquoi, vos préados, ils adorent acheter des bonbons et des gâteaux dans des supermarchés. Ah ouais. On a l'impression que pour eux, c'est le Graal de la... Mais parce qu'ils mangent beaucoup, non? Des jus d'une. Aussi. Tu nous parleras de ton budget bouffe après, si tu veux, mais... Alors déjà ça, mais on a l'impression que c'est une marque d'autonomie très importante pour eux. Vraiment, genre t'as le droit d'aller acheter des bonbecs et des gâteaux à Carouf, alors là... Puis après tu vas aller manger au parc. Donc on est passé de ça, d'un enfant où vraiment il sort pas seul, à tout le contraire. Ouais. Donc il a fallu qu'il devienne très autonome et d'un coup. Et donc, forcément, ça l'a fait grandir aussi. Est-ce que tu penses que ça aurait pas pu être anticipé, justement? Est-ce que tu te dis que peut-être, sur l'année du CM2, par exemple, t'aurais pu, ou ça aurait peut-être été un truc à penser, je sais pas, des conseils pour ne reproduisez pas, de lui déjà laisser un petit peu de lest à ce moment-là pour apprendre un petit peu plus l'autonomie? Avec le recul, je pense que ça aurait été judicieux. Néanmoins, j'étais pas prête. Ouais. Et en fait, l'autonomie qu'il a acquise à cause du collège, c'est par la force des choses et parce qu'on n'a pas eu le choix. Tu vois, c'est parce que moi, je peux pas me dédoubler, je peux pas emmener sa sœur à l'école et puis Oscar au collège, c'est pas possible, ça tombe à la même heure. Donc techniquement, voilà. Ça marche pas. Donc c'était vraiment par la force des choses où il a dû acquérir cette autonomie de manière obligatoire, quoi. Ouais, carrément. Comment ça se traduit? Quel a été le premier changement que tu as pu observer? Le premier changement, c'est qu'il a été tout de suite beaucoup moins avec nous. Il s'est peu réfugié dans sa chambre. Il est devenu... alors, je dirais pas secret parce qu'on communique beaucoup, moins qu'avant, certes, mais il passe beaucoup moins de temps avec nous. C'est vrai qu'avant, on était toujours tous les 4 dans la même pièce. On vaquait à nos occupations, mais on était tous ensemble. Là, c'est plus le cas. Là, c'est son père, sa sœur et moi, et lui est dans sa chambre tout le week-end, quoi. Et ça le dérange pas. Et ça a été le premier grand changement, c'est ça. C'est qu'il s'est un peu réfugié dans son univers. Pas en nous mettant de côté, je pense pas que ce soit même conscient pour lui. Mais en tout cas, voilà, il avait besoin d'être tout seul. Comment tu le vis, ça, toi? Je le vis bien parce que je le comprends, parce que j'ai toujours été extrêmement solitaire et pas que pendant ma préado. Alors, moi, j'étais une enfant où je passais des heures dans ma chambre et tu vois, jamais avec mes parents. J'aimais pas ça, j'ai préféré toute seule. Donc, je le comprends et je pense que ça m'aide à accepter parce que je sais qu'il a besoin de ça et que ça lui fait du bien. Après, j'ai un petit pincement au cœur, oui, évidemment. Ce qui me dérange le plus, tu vois, c'est que, par exemple, quand on est à table, c'est un moment important pour nous.
il va manger, mais à toute vitesse. Et puis dès qu'il a fini, bon, je sors de table, merci, il met son assiette dans la vaisselle et il part. Et tu vois, avec son père, on se regarde, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut, en toute logique, lui dire non, tu restes assis avec nous, alors que techniquement, on n'en a pas envie. Et en même temps, on sait que c'est important pour la famille. Donc on est tiraillé entre le truc de dire, oui, c'est normal, c'est la période, on a connu ça, nous, on n'avait pas forcément envie de rester à table avec nos parents, c'était pas très fun et on préférait aller dans nos chambres. Et en même temps, lui dire, non, reste un peu avec nous, tu vois, de réclamer sa Son compagnie. attention. Donc, C'est marrant comme ça s'inverse, c'est-à-dire que quand ils sont tout petits, ils sont là en train de eux par contre, se posent pas la question, ils réclament ton attention de fou parce qu'ils en ont besoin. Et en fait, après, tu dis, ah, mais attends, Après, c'est tout le contraire. Et il y a, tu vois, le truc de se dire, est-ce qu'il a encore besoin de moi? Et c'est ça aussi qui est difficile en tant que moi, je dis en tant que mère parce que je suis mère, mais en tant que parent, je pense en général, c'est que on passe d'un enfant qui a besoin de toi, où tu te sens utile, où voilà, tu te sens nécessaire à son éducation, à non, plus du tout. Voire ennemi, des fois, dans certains de ses comportements ou quoi. Donc, c'est ça qui est difficile. Parce que toi, t'es pas prête à changer. T'es pas prête à switcher et à te dire, non, c'est mon enfant. Toi, t'es partie dans un chemin, c'est très bien. Et lui, il prend un virage d'un coup et t'es là, qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est déstabilisant. Ouais. Avant, donc cette entrée, parce que en vrai, l'inscription au collège, c'est quand même un délire. Ça fait déjà un premier choc. Qu'est-ce que tu as ressenti justement à ces moments-là? Qu'est-ce qui a été le plus le commencement aussi pour toi de ce changement-là? Comment tu le vis? Tu vis ça afin de dire attends, mon enfant va être au collège. Quelles étaient tes peurs? Est-ce que tu avais des peurs par rapport à ça? J'avais énormément. Ma peur principale étant qu'il se fasse harceler par d'autres élèves. Ça, j'avais très très peur. Ma peur, c'était une peur très primaire que, techniquement parlant, ni plus ni moins, on s'en prenne à mon bébé. C'était vraiment ça, parce que l'école, c'est gentil, c'est le monde des bisounours. Et puis, il était le plus grand à l'époque, et même le delta entre maternelle et CM2, les CM2, c'est rare qu'ils s'en prennent au maternelle. Tu vois, il y a pas, à l'école, ça n'existe pas trop. Enfin, si, il y a dans des écoles, c'est compliqué, j'entends bien, mais a priori, tu vois, il n'y a pas le truc de harcèlement, c'est moins, c'est moins comme ça. Là, le collège, vraiment, avec toutes les histoires qu'on entendait, les réseaux sociaux, vraiment, c'est quelque chose qui me faisait, mais j'avais une peur panique, c'était qu'il rentre au collège, qu'il soit pris en grippe par des élèves et qu'on le frappe, ou un harcèlement moral ou physique, et qu'il se soit comme, et du coup, que ça impacte non seulement sa scolarité, mais sa construction. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'angoissait profondément. C'est parce que je voulais pas qu'il rate le coche, parce que moi, avec tout le travail que je fais sur moi et que j'ai pu faire, je vois bien toutes les casseroles que je me traîne. Et du coup, je sais que je peux avoir que ça peut avoir un impact sur toute sa vie, même la manière dont on l'élève, etc. Donc, je suis extrêmement attentive à ça. Et ça, j'avais très, très peur. En gros, que ça foute sa vie en l'air. C'était du harcèlement des plus grands qui te faisait peur? C'est vraiment le côté plus grand? Ouais, étrangement. Alors que ce qui s'est passé, c'est que c'était pas un plus grand. Parce que c'est arrivé? C'est arrivé, ouais. Alors, ça s'est passé 2 semaines après la rentrée scolaire. Je l'ai pas su tout de suite. Il l'a dit tout de suite à son père. Et en gros, ce qu'on a appris après, lors de la réunion des parents-profs, c'est qu'il est dans la pire classe, la pire 6e, du collège. Celle où le niveau, il est assez bas. Parce qu'en fait, les élèves, il y a un groupe de perturbateurs qui fait que voilà, ils montent pas le niveau vers le haut, et tout le niveau de la classe, il faut ressentir, ils font pas les devoirs en temps en heure, ils avancent pas dans le programme parce que les profs passent leur temps à faire la police, et donc du coup, ils prennent du retard. Et en gros, quand Oscar est arrivé au collège, sa plus grande peur, lol, c'était de se faire coller. Donc du coup, il se tenait à carreau et tout ça, et il y en avait un des élèves qui lui parlait, et du coup, Oscar lui dit un truc de « arrête de me parler, j'ai pas envie de me faire coller à cause de toi ». Sauf que le gamin l'a très mal pris, et il lui a dit alors je sais plus exactement, mais en gros, ça donnait « je t'attends à la sortie, je vais te défoncer ». Quoi. Et sauf qu'Oscar n'a pas eu peur, et il y est allé. Et en fait, il s'est fighté, il a gagné, et l'autre, il l'a laissé tranquille. Mais il a fallu qu'il y ait un affrontement, tu vois, qui s'impose. En fait, c'est ça que je déplore, c'est qu'il n'aurait pas dû être confronté à ça tout de suite, ou si jeune dans sa vie. Enfin, je veux dire, tu vas te battre, et il y a des situations de battre physiquement, mentalement, mais pour moi, il était encore trop petit pour affronter ça. Et voilà, donc il a dit à son père, mais bon, toujours est-il que cette histoire est résolue, l'autre le laisse tranquille. Et du coup, on s'est dit qu'on avait vraiment très bien fait d'inscrire Oscar à un sport de combat. Ce que j'allais dire, c'est que quand même, s'il a pu prendre les choses en main finalement, parce qu'il a pris à bras le corps de son problème, c'est aussi l'opportunité que vous lui avez donnée de pouvoir savoir ce qu'il faisait, de pouvoir avoir confiance en lui, de pouvoir avoir confiance en ses capacités, même physiques, pour ne pas avoir peur de cette menace-là, parce qu'il fait... c'est quoi comme sport d'ailleurs? Du kickboxing. Du kickboxing.
T'as pas envie de te friter avec un mec qui fait du kickboxing. Non, mais tu vois, c'est vrai que au-delà de l'aspect combat, ça donne quand même une certaine mentalité. Les sports de combat, tu vois, une certaine Bah, un alignement en fait, finalement. déjà, je pense que du fait de pratiquer un sport de combat, ils savaient ce que ça faisait de prendre un coup. Parce que c'est Ouais. souvent la peur de l'inconnu. Tu dis, bah, je vais me battre, mais si je me prends un coup, ça va me faire mal, etc. Plus l'ego, etc. Parce que Oscar, dans le cadre du kickboxing, il est dans un cours adulte. Donc, je veux dire, il se prend des tôles à tous les cours. Des coups, il sait ce que ça fait d'en recevoir. Il sait ce que c'est d'avoir un adversaire qui est plus fort que lui et comment se comporter. Et ça, du coup, il n'avait pas l'inconnu. De se dire, bah, si je me bats, je sais ce que je vais faire et surtout, je sais ce que je dois faire. Et puis, on va pas se mentir, tu as des réflexes quand tu fais un sport de combat. Même si c'est ne serait-ce qu'une esquive, quand tu vois un point arriver, quelqu'un qui ne pratique pas du tout, il n'a pas le même truc. Du coup, d'esquiver, c'est beaucoup plus simple quand tu es habitué parce que, bah, du coup, ouais, ça fait plus de 2 ans qu'il en fait. Donc, il sait appréhender tout ça. Et je pense sincèrement que ça a fait la différence. Ça lui a donné à la fois la confiance, il n'a pas appréhendé, et aussi l'humilité de quand tu as un adversaire plus fort que toi, bah, c'est tout, il est plus fort que toi. Donc, et surtout de ne pas s'écraser non plus. Ouais, c'est ça. Parce que là, ça s'est traduit sur de la violence physique, finalement. Je pense que c'est, et sans vouloir faire de stéréotypes de genre, mais c'est très masculin. Je pense aussi. Je pense que si ça avait été une fille, si Oscar avait été une fille, en fait, s'il s'était fait embêter par une autre fille, ça n'aurait pas forcément été physique, ça aurait été de la violence psychologique. Qui est aussi finalement... Qui est tout aussi... Je sais pas si c'est pire ou pas pire, moi, en fait. J'aurais tendance à penser que c'est pire. Parce que tu vois, tu te prends une claque, tu réponds, bah voilà, tu te bats, il y a une baston, et c'est bon, après, je vais pas dire il se serre la main, mais tu vois, tu vois comment peuvent être les garçons, quoi. Que les filles, c'est plus la violence psychologique, t'arrives pas à la montrer, t'arrives pas à en parler, elle est pas palpable. T'en as presque plus que honte. Plutôt que de... le harcèlement, finalement, c'est ça. Enfin, le harcèlement, c'est très psychologique. Là, on est... quand dans la situation que tu décris, moi, je le vois pas comme une situation de harcèlement, finalement. Non, mais je pense que ça aurait pu le devenir si jamais il s'était laissé faire. S'il était écrasé, ouais, bien sûr. C'est vraiment typique. La manière dont il m'a raconté comment ça s'était passé. Et après, il m'a confirmé qu'effectivement, cet autre garçon a embêté d'autres personnes dans sa classe. Oui, de toute façon, c'est pas... Donc, je pense que voilà, il a évité. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est une très, très bonne chose. Mais après, tu sais, tu t'en es pas sorti pour autant parce que tu dis, ok, imagine l'autre petit garçon l'a trop mal pris. Je dis petit garçon, mais est-ce que c'est des petits garçons, quoi? L'a mal pris et appelle des potes et tend une embuscade à Oscar. Tu vois, c'est possible aussi que ça s'arrête pas là parce que après il y a l'ego qui rentre en jeu, etc. Et alors ça s'est arrêté là. Et ça aurait pu. En fait, ça le problème, c'est que même si tu te défends, t'es pas sûr d'être tranquille derrière. Vous en avez parlé au personnel encadrant, à l'équipe pédagogique? Quand Oscar en a parlé à son père lui a dit va voir le CPE tout de suite. Donc du coup, quand il a été voir le CPE, il lui en a parlé. Et en gros, du coup, vu qu'il s'est un petit peu fighté avec, il n'y a pas eu derrière de conséquences pour Oscar parce qu'il l'avait prévenu. C'est plutôt... En fait, je pense qu'il y a un truc que je trouve intéressant et qui est pertinent, c'est d'apprendre aux enfants à aller voir un des adultes de confiance et référents. Parce que tu dis, je veux dire, quand il s'est fait embêter, il est allé voir son père. Il en a parlé tout de suite à son père. Et il y a beaucoup d'enfants qui parlent pas parce qu'ils n'ont pas justement cet adulte de référence. Et je vais te donner un compliment. À mon sens, je pense que vous avez fait un très très bon travail sur ça parce que il se sent assez en confiance pour venir vous parler. Et je pense que c'est parce que tu peux pas éviter que ton enfant soit embêté, qu'il soit à un moment, qu'il se prenne des réflexions, tout ça. En revanche, tu peux l'accompagner. C'est pas toujours facile et on entend des témoignages de gens qui ont des enfants et qui se font harceler et qui apprennent ça genre 1 an après parce que et c'est pas forcément la faute des parents et c'est pas ce que je dis du tout, mais cette notion de apprendre à parler, à donner, à parler de ses émotions, à parler de ses ressentis, à parler de soi, de ses problèmes, je pense que c'est hyper important en fait parce que c'est ça qui va finalement pas leur permettre d'éviter ce qui se passe parce que ça c'est extérieur et ça t'as pas de prise là-dessus, mais de pouvoir justement réagir à ça. Ouais, mais tu vois, ça se passe en amont. Mais j'avais pas conscience de l'importance que ça pouvait avoir pour cette période-là maintenant. Donc c'est bien, si le podcast peut servir à ça, sachez que le travail qu'on fait sur nos enfants va payer sur la préadolescence, mais quand il y rentre, il y a un sentiment qui s'installe et qui est présent pour moi H24, c'est l'impuissance. C'est-à-dire que je lui ai donné les clés, et maintenant, en fait, il fait, et il en fait qu'à sa tête. C'est-à-dire que... Il les utilise ou il les utilise pas. C'est ça. Et dans ses actions, dans ses réactions,
il y a ce truc de autant quand tu es un enfant, alors je vais pas dire que tu as une emprise parce que je trouve ce mot extrêmement négatif. Néanmoins, force est de constater que ton enfant te fait confiance et il va toujours faire appel à toi. Enfin voilà, t'es son modèle. Ouais. Dans la préadolescence, c'est différent, c'est totalement différent. On sent qu'il y a ce besoin d'autonomie et d'expérimenter par lui-même et il va plus faire appel à toi et tu pourras plus être autant présent que tu as pu l'être que quand ils sont enfants. Et ce sentiment d'impuissance, il est extrêmement douloureux quand t'es parent. Mais moi, tu vois, moi, je l'ai déjà constaté, ce truc-là, parce que quand ils sont tout petits, tout bébés, là, tu sais, ils sont que avec toi. Ouais. Donc, c'est que toi. Quand tu les mets dans un mode de garde, tu as déjà un moment si tu contrôles plus l'environnement total, tu as une partie de la journée où ils ont leur vie, même si c'est des bébés, même s'ils sont tout petits. Voilà, il y a ce côté-là. Après, avec l'école, c'est encore un cap au-dessus. Là, avec la maternelle, avec l'école primaire, moi je vais m'arrêter là parce que c'est tout ce que je connais, mais déjà, ne serait-ce que du passage de la maternelle à la primaire, tu as encore un autre détachement, parce qu'en fait, finalement, c'est des détachements qui sont progressifs. C'est juste que peut-être que celui de la préadolescence, il est plus violent parce qu'il est plus intense, mais finalement, le détachement, il se fait progressivement depuis le début, depuis le moment où on les a mis dans un mode de garde ou l'école ou quoi que ce soit. Je suis d'accord. Mais tu restes néanmoins l'élément vers lequel ils vont se tourner en cas pour le moindre chose. Alors qu'au collège, c'est plus du tout ça. Tu sens que là, non, c'est puis c'est un peu la honte, tu vois, genre, de le dire à ta mère. Ouais. Je sais même pas parce que tu vois, il part au collège tous les matins avec un pote et ça l'empêche absolument pas de me faire un bisou et de me dire je t'aime tous les matins avant de partir. Non, c'est trop mignon. Donc je suis même pas sûre qu'il ait ce truc de honte. Et puis même, je pense qu'il est assez fier de nous... Enfin, il nous le dit souvent, qu'il est fier qu'on soit ses parents. Et parce que des fois, pour rire, je dis, je vais venir au collège avec la voiture, la musique à fond, et je vais te foutre la honte. Et même à ce moment-là, il me dit, non, tu me foutras pas la honte, parce que voilà, j'ai pas honte de toi, en fait. C'est chouette. C'est plutôt cool. On aime ça. Mais il y a un truc qui a changé aussi avec l'arrivée au collège, c'est qu'il a un smartphone maintenant. Je suis désolée, mais je suis obligée d'aborder ce sujet parce que je pense que c'est un sujet d'angoisse pour beaucoup de parents. Ouais. Ça a été quoi votre démarche par rapport à ça ? Est-ce que vous avez cadré les choses ? Enfin, comment vous avez fonctionné ? Alors, dis-toi que je pense qu'on a fait comme tous les parents et qu'en fait, on n'a pas du tout bien fait. Okay. C'est-à-dire qu'on s'est dit, sous couvert de sécurité, tu m'envoies un message quand tu arrives au collège, tu m'envoies un message quand tu pars, comme ça je sais, plus la possibilité de le tracer, donc de voir où il est en temps réel, etc. Donc sous couvert de sécurité et d'éviter le danger, nous lui avons offert un téléphone. Plus, on va pas se mentir, il y a l'aspect on fait plaisir à notre enfant. Et tu vois, quand tu fais plaisir à ton enfant, bah, ça te fait plaisir aussi. Et il y a un truc qui est un peu déplacé, c'est-à-dire que au final, à la fin, tu le fais pour toi un peu. Ouais. Et le téléphone, c'est un peu pour ça. Oui, si tu parles de géolocalisation, d'envoyer des messages, c'est pour toi que tu le fais. Non, c'était surtout pour pas, tu sais, tu dis, il va m'aimer. Enfin, non, c'est horrible de dire ça, mais... Non, mais je comprends. Tu vois, il n'y a pas de censure, pas de censure. En fait, je vais lui faire plaisir et il va être content. Et s'il est content, je suis contente. Alors qu'en fait, c'est un cadeau empoisonné parce que, au final, il faut savoir qu'à partir du moment où ils ont ça dans leurs mains, ils ne l'enlèvent plus. Et c'est très difficile parce j'ai l'impression un peu de lui avoir donné sa première clope. Ah ouais. Ça, c'est exactement cet effet-là. C'est allez, tu vas fumer ta première cigarette avec moi, et puis après, il se met à fumer. Ça, c'est un peu, tu vois, l'idée du smartphone, c'est un peu ça. Tu lui donnes l'instrument de mort. C'est pas extrême. Mais ceci dit, c'est... Ouais, non, mais attends. Parce que si je te pose la question, c'est pas anodin. Pourquoi c'est une angoisse ? Parce qu'en fait, tu sais ce qui se cache derrière un smartphone et que c'est pas juste des textos que t'envoies à ta mère pour dire t'es bien arrivé. Exactement. Et il ne lâche plus son téléphone. Donc, on est en mode maintenant. On a l'impression... Enfin, il est drogué, on va pas se mentir. Il est dépendant. Et c'est arrivé très vite. Mais on est entièrement responsable. Et c'est ça qui fait mal. C'est que avec mon mari, on se dit, on a clairement merdé. Parce que nous... On a fait tout notre collège sans téléphone. Il y avait la cabine téléphonique dans la cour. En fait, il s'est rien passé, tu vois. Donc là, moi, j'ai l'impression vraiment de maman d'avoir merdé parce que j'ai donné un truc mauvais à mon fils. Trop tôt, tu veux dire ? Trop tôt, ouais. Je savais que je pourrais pas y couper, mais j'aurais pu attendre avant de déclarer sa dépendance. Et puis aussi, on est des très mauvais modèles. Les enfants, ils voient quoi ? Ils voient leurs parents, même quand les enfants parlent aux parents, les parents, ils sont sur le téléphone en train de leur répondre. Ça envoie quoi comme image ? Ça envoie l'image de « mon téléphone est plus important que toi ». Donc c'est la meilleure chose dramatique. Pourtant, j'étais toujours attentive, tu vas me dire, quand il me parle, je laisse mon téléphone de côté. Même si je suis dessus, en train de faire un truc, non, je le laisse de côté parce que j'ai pas envie qu'ils aient ce truc-là. Et pour autant, mais non, ça n'a absolument pas marché. Ouais.
Est-ce Donc que vous non. avez mis des limites avec ce téléphone ou j'avais donné le téléphone et c'est genre. Non, on lui a mis 1 heure par jour et tu peux faire par catégorie. Genre, pour envoyer des messages, tu peux augmenter le temps. Si c'est un jeu, tu peux augmenter le temps. Mais c'est un truc que tu contrôles sur son téléphone ou via ton téléphone? T'as les deux, c'est des Ouais. applications. C'est une application? Ouais. C'est quoi le nom de l'appli? Parce que ça peut être Je utile. sais pas, c'est Bah, Flo qui s'en occupe. Moi, j'en ai donc, une aussi parce que mon mec est déjà au taquet là-dessus. Et il y a une application de contrôle parental. Je sais plus ce que c'est. Je vous la noterai en description ou vous me le mais redemandez je te le en dirai, privé. Et parce qu'en fait, il y a des applis justement qui te permettent de contrôler le téléphone de ton enfant à tu vois ce distance. qu'il. Ouais, alors là, je suis pas sûre. Si, Ah. je pense que tu peux voir ce qu'il fait. Ouais. Et Enfin, tu non, peux tu peux voir le temps qui passe sur chacun des trucs. Mais Sur, tu peux. Et en fait, parce que Alexis, l'application qu'il a trouvée, c'est une application où à distance de son téléphone, il peut interdire en direct. Ah ouais, non, ça, je pense pas que Une l'application application. qu'on ait, c'est. Je sais plus ce que c'est. C'est pas Family Link, non, c'est pas ça. Je sais plus ce que c'est. Et autant je vois l'intérêt que ça peut avoir, autant je suis pas sûre qu'on soit prêt à aller jusque-là parce que ça impliquerait, et lui le verrait comme un manque de confiance. Et la confiance, c'est très important pour nous, et on lui a toujours dit, la confiance, elle est présente, mais elle se perd extrêmement facilement, et pour la regagner, c'est très compliqué. Donc on est parti sur une relation de confiance, où voilà, on te laisse... il a accès, alors avec contrôle parental, attention, etc., mais il a accès à YouTube, WhatsApp, et c'est tout, je crois. Et il a eu Instagram pendant un moment. Donc Instagram, c'est, je lui ai mis en compte privé, etc. Je pensais avoir passé tout en revue, donc pour moi c'était ok. Je lui ai dit, t'acceptes aucun abonnement. Enfin vraiment, c'était très clair, net et précis dans ma tête. Et ce que j'avais pas pensé, c'était les potes du collège qui pouvaient avoir Instagram et du coup s'abonner, tu vois. Et surtout, le truc auquel je n'avais pas pensé non plus, c'était les canaux, tu sais, c'est des comptes et puis c'est des trucs de fil de discussion. Et ça, il se trouve qu'il s'est abonné à des canaux et on dit des canaux ou des canaux de... Des canaux. Des canaux de... Ouais, de discussion. Bah, un canal, des canaux, Oui, donc des canaux. effectivement. C'est comme un chacal, les chacos. De ces youtubeurs qu'il aimait bien, mais sauf que là, t'as aucune emprise. Ah bah non. Moi, je lui ai pas dit fais attention à ça. Enfin, tu vois, ça m'était même pas venu à l'esprit. Mais si, du coup, il s'est retrouvé dans des discussions de gens qu'il connaissait pas, et là, d'âges différents aussi, de problématiques qui. Et pourtant, c'est des youtubeurs, des young youtubeurs, tu sais, c'est des trucs de manga et tout ça, mais ça n'empêche que là, t'as pas la main mise. Et ça, j'y avais pas du tout pensé. Donc, du coup, on a eu l'expérience de ok, on n'a pas du tout bien drivé, on l'a pas prévenu des dangers potentiels, et là, on a fait une erreur. Ouais. Mais en même temps, Instagram, c'est à la fois un outil extrêmement puissant et extrêmement positif, mais il y a aussi beaucoup de négatifs sur Instagram. En fait, quand tu te mets sur Instagram, tu as une voie d'entrée pour le reste du monde. Ouais, c'est ça. Et tu peux pas contrôler. Et tu peux pas tout, même si tu es en compte privé, il y a des choses quand même que tu peux. Bah oui, il peut même très dans bien tes recevoir recherches. tu vois, et puis recevoir des MP chelous ou quoi. Lui, ou alors c'est il pas, tombe sur un reel un peu. Tu vois, tu sais, quand tu consommes le contenu, tu peux tomber sur des trucs qui sont pas du tout adaptés. C'est ça. Et ça peut être problématique. Et moi, je pensais très naïvement que ça irait. Donc après, quand on a vu ça avec son père, on lui a dit bon, écoute, on va te dire tous les dangers qu'il y a d'Internet. Mais on est vraiment allé très loin dans les dangers. Ouais, on a balayé tout. On lui a dit, on lui a dit que derrière un profil, ça pouvait ne pas être la personne qu'il disait, ça pouvait être dangereux pour lui, qu'elle pouvait soit lui demander de l'argent, soit lui dire viens, on se rencontre dans un parc et puis là, on ne le reverrait plus jamais. Enfin, vraiment, on lui a fait très très peur. Et il a désinstallé l'application direct. Et il a vraiment pris peur et il a dit ah non mais moi je veux pas ça. Donc voilà. Je sais pas si franchement en toute honnêteté, est-ce que c'était la bonne technique ou pas, je ne sais pas. Mais on s'est dit avec son père que c'était le bon moment pour lui parler des dangers d'Internet. En fait, moi j'ai tendance à dire, tu vois, on le dit beaucoup pour tout ce qui est postpartum, grossesse, machin, le savoir c'est le pouvoir. Mais à ce niveau-là aussi en fait. Parce que t'imagines, il reçoit un message de Ambre, 12 ans, et qu'en fait, c'est Gilbert, 55 ans. Exactement. C'est exactement l'exemple qu'on lui a donné. Et c'est cool. Il va être trop content de parler à Ambre, ils vont avoir les mêmes centres d'intérêt, ça va être génial. Et puis un jour, elle va dire tiens, viens, on va prendre un bubble tea ensemble. Et en fait, Gilbert, 55 ans, c'est pas un bubble tea qu'il veut prendre. Bah ouais. Ou alors, envoie-moi des photos. Tu sais pas. Hein, donc, Non, mais en fait, moi, je pars du principe que je veux dire, si tu l'avais pas mis au courant, peut-être qu'il les aurait envoyé ces photos. Peut-être qu'il aurait accepté ce rendez-vous bubble tea et ça aurait pu être dramatique. Aujourd'hui, il est au courant. En fait, le truc, c'est que sur la prévention des dangers, moi, je pense que c'est important de faire de la prévention, hein, tout simplement, de le dire. Après, c'est pas forcément trop anticiper
genre, c'est pas quand ils ont 4 ans que tu vas aller leur dire tous les Ouais. dangers. Mais Mais tu vois, je pensais il qu'il l'a avait dans les encore mains. le temps. Ouais, mais il l'a dans les mains. Donc, en fait, c'est comme quand tu apprends à conduire. Quand tu apprends à conduire, tu apprends les dangers de la route. Tu l'apprends pas forcément avant, mais c'est quand tu. Mais là, il a un téléphone, il faut qu'il apprenne les dangers du téléphone. C'est logique. C'est ça. Très compliqué cette histoire de téléphone parce que il est tout le temps dessus. Mais qu'est-ce qu'il fait du coup s'il a accès à YouTube et WhatsApp? Tu sais, Ouais. Ah ouais, on regarde. Ah bah, il Ouais. adore. Alors sa passion, c'est les youtubeurs qu'il suit. Enfin, je sais pas, franchement, Ouais, c'est il pas, consomme c'est vraiment beaucoup de pas le YouTube, panier. quoi. Il consomme les vidéos où ça joue à Fortnite. Ouais. C'est pas très intéressant. C'est des gens qui jouent à des jeux Alors, vidéo. moi, je juge pas. Parce que c'est un truc de gamer, ça. Et Ouais. vraiment, en fait, Eh bah, il adore ce genre de vidéos. Bah oui, mais c'est pas surprenant. Enfin, je veux dire, c'est. Donc il regarde des ça. gens qui Jouer. jouent aux jeux Ouais. vidéo. Mais il apprend des choses. Et puis. Il y en a un autre qui font des cache-cache géants. Enfin, j'ai pas très bien compris. Bah, ça reste dans ses centres d'intérêt, quoi. Les mangas aussi. Donc tout ce qui est découverte de mangas. Donc c'est comme ça qu'il j'avoue que ça pour le coup ça lui est vraiment utile parce qu'il découvre des nouveaux auteurs, etc. Donc, et des nouvelles séries de mangas, donc il peut étoffer sa collection. Mon fils est un énorme lecteur. Il a toujours adoré lire depuis tout petit. Et il a eu sa période BD, Harry Potter et tout ça. Et là, il est dans sa phase manga, donc il adore ça. Donc il suit beaucoup de youtubeurs. Mais tu vois, manga. c'est pas, peut-être que c'est beaucoup en termes de consommation, tu vois. Mais en même temps, c'est pas négatif, tu vois. Même sur Fortnite ou tout ça, en vrai, moi je le vois comme de la culture quand même, mine de rien, de la culture adaptée à son âge. Faut juste faire attention sur tout ce qui est jeux vidéo. C'est que tu joues avec des gens qui n'ont pas forcément ton âge quand tu y joues et que tu peux entendre des choses qui sont pas forcément adaptées. C'est le danger principal finalement, mais tout ce qui est jeux vidéo, enfin, à mon sens, sont diabolisés pour des mauvaises raisons. Sincèrement, les jeux vidéo, c'est pas trop ce qui me pose problème, mais je préférais qu'ils jouent plutôt que de regarder jouer. C'est plus ça en fait. Bah, il apprend pareil en vrai. Ouais, non, c'est pas faux. Mais l'impression que ça donne, c'est qu'il est toujours sur son téléphone. Et ça, c'est insupportable. Ouais. Est-ce que tu as, en termes de résultats scolaires, de concentration, tout ça, est-ce que tu sens qu'il y a une différence à cause du téléphone? Ouais. C'est là où je te dis, c'est là où j'ai l'impression d'avoir fait de la merde, c'est que il est pas excellent, il est pas en dessous de la moyenne, c'est un bon élève, voilà, ni plus ni moins, mais il est obligé de travailler un minimum, classique, vraiment. Et arrivé au collège, là, on voit que ses centres d'intérêt ayant dévié, bah clairement, les devoirs, c'est pas ce qui le préoccupe, l'école et l'apprentissage non plus. C'est pas c'est pas le cœur de ce qu'il souhaite faire en ce moment. Donc bah forcément, il y a une répercussion sur ses notes, sur son niveau, sur son niveau quand même. Le problème, c'est pas tant ça, c'est que je pense pas que c'est parce qu'il s'intéresse à d'autres choses et que c'est plus quand tu arrives au collège, tu as envie d'autre chose que de faire l'école. Je pense qu'il y a un lien de corrélation étroit entre sa capacité de concentration scolaire et le fait qu'il soit sur le smartphone. Et est-ce que vous mettez une limite de temps d'utilisation? Ouais, il a 1 heure par jour. Ouais. Enfin, il a qu'1 heure par jour, du coup, sur les autres temps que... Bah, 1 heure, mais c'est 1 heure YouTube. Si pour envoyer des messages et tout ça, il peut rester plus longtemps. Et en l'occurrence, il a des groupes WhatsApp avec ses potes. Je sais qu'il passe tout son temps dessus. Et est-ce que justement, poser d'autres limites sur ça peut pas être une idée? Tu vois, je te dis ça par rapport aux devoirs. Par exemple, nous, tu vois, la Switch est entrée dans notre domicile il y a 1 mois et demi pour l'anniversaire de ma fille. Et on a mis les règles très très claires tout de suite. Tu vois, c'est genre, la Switch, c'est les mêmes jours que les temps de télé. Donc c'est mercredi, samedi, dimanche. Par contre, c'est pas avant d'avoir fait les devoirs. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Alors, c'est facile parce que c'est une console et c'est pas dans ta poche et c'est pas... Mais est-ce que mettre ce genre de limite, c'est pas une solution? Ça pourrait, mais dans les faits, c'est assez complexe. Dans le sens où, par exemple, il rentre de l'école, là, il va prendre son goûter, que dis-je, sa baguette de pain, son dîner gargantuesque. Et c'est son moment de détente. Donc, du coup, il met YouTube sur la télé, là, pour le coup. En fait, c'est impossible qu'il enchaîne sa journée au collège en rentrant à 17h direct avec les devoirs. Du coup, on peut pas lui dire, bah non, pas de télé ou pas de téléphone avant les devoirs. Tu vois, c'est compliqué. Parce que c'est son moment et on lui accorde ça aussi, qu'il souffle. Parce que, comme nous, on a besoin de souffler quand on rentre du boulot. Et tu vois, si on devait enchaîner sur un dossier, je suis pas sûre que ça nous plairait. Non, mais après, il y a peut-être d'autres moyens que ça. Donc après, c'est devoirs obligatoires. Enfin, et encore, il fait beaucoup de sport. Donc du coup, tu vois, le lundi, le jeudi... Le mercredi, c'est compliqué pour faire les devoirs. Du coup, ça ne laisse pas beaucoup de chance parce qu'il rentre. Après, il va faire du sport de 17h30 jusqu'à 19h. 19h, il se douche, il mange. Tu vois, les devoirs, c'est tard, quoi. Puis est-ce qu'il y a beaucoup de devoirs? La quantité, c'est une angoisse. Parce que franchement, c'est l'angoisse. Même moi, je regarde et je me dis, mais c'est quoi ça? Je comprends rien déjà, c'est marqué.
Et Est-ce ouais, qu'il c'est a des très, très contrôles dur. de flûte? Des contrôles de... De flûte? Ouais, il a des contrôles de musique, d'art plastique, c'est assez indécent. Et en plus, un truc que j'avais pas prévu, c'est que moi j'ai toujours été très autonome dans mes devoirs et on n'a jamais besoin de ni contrôler, ni me dire de les faire. Et en fait, je suis partie du postulat que pour mon enfant, bah, ça serait pareil. Donc je suis pas derrière lui. Et bah non, Ça marche pas. ça marche pas. Bah après, je crois que t'as fait un enfant avec quelqu'un, donc potentiellement, ça prend d'un côté ou de l'autre. Hein. Et en plus, mon mari, il me dit, mais c'est pas toi. Oscar, il a besoin qu'on soit derrière son cul, il a besoin d'être drivé, il a besoin qu'on contrôle, parce que sinon, il va faire ça, puis bim, c'est fini, quoi. 5 minutes, montre en main. Et je dis, ouais, t'as raison. Mais bon, et je vais dire un truc que je suis pas censée dire, mais je vais le dire quand même. Mais qu'est-ce que ça me gonfle de faire ses devoirs avec lui. T'as le droit de le dire? Pourquoi Moi, t'aurais j'ai pas le donné. droit? Moi, j'ai fait ma scolarité, j'ai fait mes devoirs. Et ben non. À 37 ans, me revoilà de nouveau en train de faire des devoirs. Et ben, c'est pas juste. Non. Puis bientôt, tu vas te retaper le théorème de Pythagore. C'est quoi, 4e, un truc comme ça? Je sais 5e? pas. Mais là, déjà, on est en géométrie, les segments, les droites. Et je suis là. C'est des mots que t'avais pas prononcés depuis Ouais. genre 20 ans. Et les divisions, attends, avec un nom scientifique. Euclidienne. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Moi, je sais, mais je suis pas. C'est une histoire je- de virgule, je je suis crois, mais pas je suis pas normale. sûre. Non, c'est la division posée. Ah, c'est juste ça? Ouais. Bref, peu importe, je veux plus l'entendre. Donc, mais sauf que ouais, il a besoin qu'on soit derrière lui. Et vous avez jamais envisagé l'option tuteur ou un truc comme ça? Si toi t'as pas envie de le faire, tu peux payer quelqu'un pour le faire à ta place. Alors, bah, quand j'aurai de l'argent, ouais, éventuellement. Ok. Non, mais moi je pense qu'il y a des priorités dans la vie. Non, mais c'est vrai Mais que ça a oui, des coûts, tout ça. effectivement. Non, mais ça a des coûts, bien sûr. Et Ouais, ça- c'est comme les femmes de ménage, c'est comme les Oui, nounous, ça, c'est un ça coût, creuse ouais. des inégalités aussi, parce que toi, tu peux te permettre de faire ça, peut-être que ton voisin non. Et du coup, c'est le début des inégalités aussi liées à tout ça. Hein. Enfin, bon, là, il est juste feignasse. On va pas se mentir. C'est de la pure feignantise, hein, c'est tout. Donc voilà. Ouais. Est-ce que le fait de passer par la préadolescence avec Oscar, t'as l'impression que ça te prépare pour Elisa? Est-ce que tu as envie de faire les choses autrement? Est-ce qu'il y a des choses que tu vas anticiper? Ah bah, alors, tu vois, il y a des choses dont je suis pas trop certaine dans ma vie. En revanche, là, j'ai une certitude, c'est que je sais pertinemment que quoi que je fasse, je ne serai absolument pas préparée à ce qui va se passer avec Elisa. Okay. Parce que là, on est sur d'autres problématiques. On est sur le corps qui se forme, l'appréhension de sa féminité, les règles, tout Tu ça. penses que c'est si différent que ça pour les garçons? Bah, je sais que ma fille va pas être soumise à la testostérone comme mon garçon l'est en ce moment. Non, mais bon, tu vois, c'est quand même des changements. Ils sont Ouais. quand même là. C'est juste que comme toi, tu es une fille, tu es déjà passée par ça et tu sais, tu sais, c'est une espèce de projection de comme tu l'as vécu, Ouais. tu peux. Est-ce que tu penses que peut-être, je sais pas, est-ce que je minimise les changements d'Oscar Je parce que pense. je les connais pas? Ouais, je pense. Ouais, c'est franchement Et possible. franchement, je pense que si j'avais un garçon, je ferais la même chose parce que tu sais pas. Ouais. Tu vois, Non, c'est totalement possible. Mais c'est pour ça qu'on s'est dit, parce que Flo se sent absolument pas capable de gérer les règles, avec ce que je peux comprendre. Moi, je me sens pas capable de gérer. Les premières réactions. Disons les mots. Disons les mots. Tu Les peux- premières expériences de touche pipi. De touche. Ouh, la vache. De le jour. Bah oui. Mais il va se réveiller comme tous les masturbation, ça je mais veux non, clairement. mais tu vois, mais parce que c'est un garçon qui certainement, et peut-être que s'il est déjà dans cette testostérone est déjà, qui peut-être il s'est réveillé un matin avec un barreau dans le caleçon et il savait pas quoi en faire. Mais en vrai, toi, en tant que mère, en tant que femme, est-ce que Je ne sais pas non plus. bah ce qu'il non. faut faire. Donc tu sais pas. Et après là, autant te dire que de ce point de vue-là, et j'en ai bien conscience de mes lacunes, mais je fais totalement l'autruche. Ah ouais. Ah ouais. C'est. En même temps, je trouve ça dur. Où est-ce que tu irais chercher les informations? Est-ce qu'il y a des livres? Tu vois, nous, on fait un podcast pour donner 0 solution, tu vois. C'est ça. Allez, démerdez-vous, Nous, on merci, pose des bonsoir. questions. Si vous avez les réponses, n'hésitez pas. Non, c'est sur la sexualité et le corps qui change. On m'a donné 2 ouvrages. Et ça passe tout en revue. Le corps qui change, le consentement, la sexualité. C'est pas le petit illustrer l'intimité? Je suis pas sûre. Parce que ça, il y en a un féminin et un masculin. Et du coup, moi j'ai la version féminin à la maison. Ah non, le livre que j'ai en tête, c'était les 2. T'avais une page garçon, une page fille. Ouais. Ok. Et donc, ça expliquait tous les mécanismes physiques de changement. Pourquoi l'humeur change, pourquoi le physique change, pourquoi t'as des poils, pourquoi t'as des seins, etc. Et je pense qu'il est, il est assez bien, ce petit livre. Allez, on avait aussi parlé de...
Alors, je sais plus le titre exactement, mais ça donnait un truc du genre l'histoire du zizi sexuel de TikTok, Ah mais comme oui, ça. mais ce truc-là, ça existait déjà quand j'étais Ouais, ado. C'est le guide du zizi Oui. sexuel. Alors, pour le Non, coup, mais je par suis contre, pas sûre de mon non, affinité il avec faut ce pas truc. faire ça. N'y allez pas parce que c'est bourré de stéréotypes. Ah voilà, Et c'est ça m'attire aussi pas. daté que nous, hein, Ouais. clairement. Donc, ouais. Non, n'y va pas. Donc pas sûr qu'il parle d'homosexualité, tout ça dedans. Ah non, je pense pas. Je pense pas que ce soit sur une ouverture d'esprit comme ça. En revanche, le petit illustré de l'intimité, pour le coup, il est vraiment très bien. Nous, on l'a à la maison. On l'utilise pas encore trop parce qu'il y a des choses qui sont vraiment poussées et à 7 ans, c'est pas encore des questionnements. On l'a utilisé quand, à un moment, je regardais un contenu d'une personne transgenre et j'ai dû expliquer. Alice est passée derrière moi et donc elle a vu et donc je lui ai dit, bah oui, c'est une personne transgenre et d'expliquer la transidentité. Mm. Et en fait, il y a une page dessus sur la transidentité et je l'ai utilisé pour utiliser les bons mots en fait, parce que comme moi je suis pas concernée et que je savais pas comment l'expliquer, c'était un très bon outil. On a ouvert cette page-là, je lui ai lu le paragraphe et elle a compris et elle est passée à autre chose. Mais après, il y a des choses qui sont hyper poussées. Il y a des trucs sur les règles, sur l'intimité, sur le consentement. Il y a plein de choses. Et je trouve que c'est un très très bon outil quand on n'a pas les mots. Mais de base, de manière générale, les livres, je trouve que ce sont de très bons outils quand on n'a pas les mots. Moi, je l'avais expérimenté aussi quand on a dû aborder le sujet de la mort. Autant j'avais intégré le concept moi, mais alors le transmettre, Ouais, je suis d'accord. j'arrivais pas. Et donc, je lui avais dit, bah écoute, elle avait 3 ans, foutue Reine des Neiges. Tu vois, des fois, on n'est pas préparé. Hein. Tu mets la Reine des Neiges pendant le confinement, tu crois que tu vas avoir 1 heure et demie. Et en fait, c'est plein de questionnements après sur la vie. C'est pas si simple. Hein. Et donc, je lui avais dit, alors je ne saurais pas de l'expliquer, je vais trouver des livres et tout ça. Et j'en ai trouvé. Et pour le coup, c'est du coup un truc qui rentrait. Et fait, ah oui, d'accord, c'est ça. Quoi. Mais je suis pas sûre que j'aurais pu trouver les mots, les bons mots en tout cas, de moi-même. Et il y a plein de livres qui sont vraiment très bien faits sur ça, sur le corps adolescent. Je le vois en plus, le rayon au furet où il est. Bah ouais, moi aussi, je les ai vus et il y avait 2 livres qui me faisaient de l'œil et je les ai pas encore achetés parce que psychologiquement, j'étais sûre vraiment, j'arrive pas. Pourquoi t'as un blocage comme ça sur ça? Parce que si j'admets ça, j'admets que c'est plus mon bébé. C'est plus un enfant, tu vois. Ça y est, c'est vraiment la fin. Pourtant, je le sais inconsciemment, de manière très terre à terre et pragmatique. Je le sais bien que mon enfant grandit et que c'est plus un enfant et qu'il va avoir affaire à toutes ces questions d'adulte. Je suis pas prête, moi. Lui, peut-être qu'il l'est. Et donc, s'il vient me voir et qu'il me pose des questions, je lui répondrai. Mais je suis pas prête, moi, à engendrer la discussion, et à aborder le sujet. Et en plus, je pense que je serais extrêmement maladroite parce que, comme tu le dis, c'est un garçon, c'est des problématiques auxquelles j'ai pas fait face, je ne sais pas. Donc, il y a en plus le truc de dire, Je sais que c'est dur, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire je ne sais pas à ton enfant? Oui. Parce que je pense que c'est des bonnes leçons aussi à leur donner de dire je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout savoir et que c'est OK de pas savoir. Et en plus, lui aussi, alors, je sais pas si c'est à cause de moi, parce qu'en soi, on n'a jamais eu. C'est pas arrivé sur le tapis et j'ai dit non, nous n'en parlons pas. Non, c'est jamais. Il n'y a pas de tabou. Non. Mais c'est vrai que quand arrive le sujet de la sexualité ou quoi, peu importe, mais ça. J'ai pas d'exemple à te donner, mais bref, le sujet est abordé, même de petits amis ou quoi, eh bien, directement, lui se braque et nous dit avec son père non, vous êtes bizarre, pourquoi vous dites ça, tu vois Non, je vois pas, mais. Et il a ce truc-là de. En fait, il fait un peu. Lui, il fait aussi. Il veut pas honteux. Ouais. Et je trouve ça bizarre parce mais qu'on par rapport à quoi? Par rapport à vous voir vous embrasser ou par rapport à quelque chose que lui. Ouais, quand il. Ouais, quand. Quand il capte un bisou, un câlin, ou alors c'est par rapport à ses relations à lui. Je saurais même pas te dire, mais là, il est parti en classe des neiges et pour rire, son père lui dit un truc du genre tu vas choper ou je sais plus. Et là, il a dit ah non, ça va pas, pourquoi tu dis ça, c'est bizarre, machin. Donc voilà, et c'est typiquement ce genre de situation. Peut-être que, en fait, comme toi, t'es pas prête à aborder certains sujets, peut-être que lui, il est pas prêt à aborder ces sujets-là. Oui, je pense qu'il est pas prêt non plus, ouais. Mais je voudrais pas que ce soit de ma faute. Et pour autant, je te dis, il a j'ai jamais rien fait. Après, tu vois, il est dans une préadolescence, mais il a quand même que 12 ans. Et il y a des situations, 12 ans, t'es encore un enfant. Bah ouais, c'est ça. Et donc, je pense que c'est sa dernière retenue, tu vois. Ouais, parler de ça, c'est relativement tôt. Moi, je me vois à 12 ans. Je pense que c'est des sujets que j'abordais pas. Ouais. Il y a déjà 2-3 fois où j'ai cru comprendre dans ce qu'il me disait qu'il savait pertinemment de quoi on parlait et quand je lui disais mais t'as entendu ça où
On disait, les troisièmes, ils le disent tout le temps. Tout, donc, Mais tu vois, ça peut être intéressant, même si, en soi, j'imagine bien la gêne que ça peut occasionner, et à quel point ça peut être difficile, mais justement de l'aborder, ces sujets-là. ouais. Parce que c'est pas, t'as pas envie que Après, l'éducation il soit faite par les n'empêche que troisièmes. même tu vois. si, clairement, il va falloir que je prenne sur moi, etc., il n'empêche qu'à chaque fois qu'il y a une situation comme ça qui se passe, je lui dis systématiquement à la fin, tu sais que je suis là, si tu veux en parler, si tu as des questions à me poser, tu me demandes. Donc, il me dit, oui, je sais. Même si moi, je suis pas prête, il sait que, en fait, c'est moi, ça sera douloureux pour moi et pas trop pour lui, mais je serai pas à le faire. Ouais. Speaking of YouTube, on n'était pas en train de parler de YouTube là, mais speaking of sexualité and speaking of YouTube, est-ce que t'as pas peur qu'il soit confronté à des vidéos pornographiques? Bien sûr que si. Non, Évidemment. mais tu vois, est-ce que t'as mis un contrôle parental sur ça? Alors, pas trop autant te dire, tu vois, on parlait d'impuissance tout à l'heure, et là, je peux te dire un truc, c'est que ça, c'est pareil, parce que même si nous, on met un contrôle parental sur YouTube, qu'il a, hein, C'est pas YouTube si en plus. son pote qui a son téléphone, qui lui n'a pas le contrôle parental, et puis qu'il a un grand frère qui lui monte les vidéos, et que l'autre, il a les vidéos sur son téléphone, et qu'il la monte à Oscar, je vais comment, moi? Ouais, mais c'est toujours des barrières, tu vois, quand même. Il y a quand même plein d'étapes pour qu'il accède à cette vidéo plutôt que d'y accéder. Alors, tout seul, il pourra pas y accéder. Ouais. En plus, il le sait qu'on voit son historique. Mhm. Enfin, je veux dire, il sait très bien ce qu'il regarde. On sait ce qu'il regarde. Ouais. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc, non, qu'il y tourne par lui-même parce qu'on lui a donné accès à YouTube, ça, je sais que ça ne peut pas arriver. Ouais. Parce que peu importe tu vois, même si c'est via l'ordinateur de la maison, c'est pareil. Il peut pas. Donc, c'est vraiment, c'est ses potes. Ouais. Et là, je pourrais rien faire. Et généralement, tu remarqueras que quand tu as accès à la pornographie quand tu es au collège, c'est pas ce qu'on t'a C'est montré. le magazine un peu chaud que tu retrouves dans le placard de ton grand frère. Non, mais c'est Voilà, vrai, le là, Playboy de ton père. Ouais, C'était ça à l'époque. Tu vois. à l'époque, là, c'est plus du tout Aujourd'hui, ça. c'est beaucoup plus démocratisé. Tu sais, moi, mes premières images pornographiques, j'y ai eu accès avec Internet parce que j'avais téléchargé sur Casa à l'époque. Ça remonte, hein. J'avais 14 ans, 15 ans, je ne sais plus. On voulait regarder avec ma meilleure amie, je ne sais plus si c'était une vidéo ou on téléchargeait une musique, je ne sais plus. Et en fait, on était finalement, ce qu'on avait eu n'était pas la musique qu'on voulait télécharger, mais était une vidéo porno. et en fait, on était un peu choqués. Mais c'est assez violent, en fait, parce que tu l'attends pas, tu te prends ça comme ça. Mais oui, c'était des genres de pop-up qui s'ouvraient. C'est que quand on a téléchargé le truc, non, même pas. C'était un truc, on avait téléchargé le fichier et quand on a voulu l'ouvrir pour écouter ou pour visionner ce qu'on avait téléchargé, en fait, c'était pas du tout ce qu'on avait téléchargé, c'était du porno. D'accord. Sauf qu'en fait, c'était il y a, ça va me faire mal de le dire, mais 20 ans. C'était il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, pour télécharger une chanson en musique, tu mettais l'après-midi. Et en plus, c'était même pas le bon fichier. Putain, franchement, tu dis, vas-y, j'ai dépensé 2 heures de mon forfait Internet qui n'était pas illimité pour ça et pour gagner un traumatisme en plus. Merci bien. Mais aujourd'hui, blague à part. Aujourd'hui, sur Snapchat. Tu le trouves comme ça. Tu vas sur TikTok, tu le trouves, tu vas sur Snapchat. Enfin, tu le trouves partout. Et je trouve ça effrayant, en fait, d'avoir à ce point pas de contrôle. Mais je pense qu'à la différence de nos parents, peut-être, c'est que nous, on utilise Internet. Et que peut-être qu'on a un petit peu plus de vision sur ce qui est possible et sur ce qui est impossible. Alors, effectivement, lui, il pourra pas, tu vois, il pourra pas se produire ce qui s'est produit avec toi, par exemple. Mais en revanche, je te dis, ça n'empêche pas que qu'il le verra à un moment donné. Et il c'est pas chez nous qu'il le verra, mais c'est chez un copain. Tu peux rien faire. Tu vois, c'est comme, alors dans une moindre mesure, mais comme les films d'horreur. Enfin, mon premier film d'horreur, j'ai été confrontée extrêmement tôt. Parce que c'était des copines, une copine qui avait une grande sœur et qui, elle, regardait et qui avait montré à sa petite sœur qui était ma pote et qui m'a dit « Ah tiens, j'ai un film à te montrer ». C'était ça. Comment te dire qu'il y avait mes parents qui étaient en train de dîner, du coup, avec leurs potes. Nous, on était censés jouer, alors qu'en fait, elles m'ont mis devant je sais pas, j'avais 8-9 ans, devant ce film d'horreur-là. J'ai été traumatisée. Mais c'est-à-dire qu'on est reparti, je crois que ma mère, elle a dû voir ma gueule, elle a dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre ?» Franchement, je suis ressortie de là, j'étais en mode... Tu crois que tes enfants ils jouent tranquillement à Polly Pocket et puis en fait, ils sont en train de se traumatiser. Exactement. Et du coup, part du principe que ça va être pareil pour eux. Ils vont faire des choses que tu n'as même pas idée qu'ils font. La seule différence, c'est que, oui, Internet, on a conscience des dangers, alors qu'à l'époque, c'était nouveau pour nos parents, ils avaient absolument aucune idée de ce qui pouvait se passer. Là, nous, on sait, mais c'est pas parce qu'on sait qu'on va éviter qu'il va regarder une vidéo porno parce que ça tourne dans le collège et que... Enfin, voilà, c'est tout. L'angoisse totale. Un peu. J'aimerais finir cet épisode sur une touche positive, mais j'arrive pas à la trouver.
Sinon, ça va. Écoute, oui. Non, mais sinon, en vrai, pour de vrai. Parce que je sais que c'est quand même des questionnements chez toi. Enfin, tu vois, cette transition sur la préadolescence / l'adolescence qui est quand même assez déstabilisante. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que ça change quelque chose, toi, dans ta vie de femme, dans ta vie de mère? J'apprends à lâcher prise. Parce que j'ai pas le choix, sinon je vais devenir complètement dingue. Et je me dis, finalement, on s'en est sorti. Et pour autant, je pense pas que nos parents se posaient autant de questions que nous. Ouais. En toute honnêteté, hein. Ouais, tu fais au feeling, tu fais au jour le jour, t'avances. Il y a des jours où tu nages vraiment à contre-courant parce qu'il a envie de s'imposer et il tire sur cette corde pour savoir jusqu'où tu vas céder. Et le moment où tu en as ras-le-bol, où là tu dis non, ça suffit, mais il va te tester et il te teste tous les jours. Et franchement, c'est vraiment un marathon. C'est voilà, l'accompagner. Je sais qu'il a besoin de moi et je sais qu'il a besoin que je le lâche pas, mais ça n'empêche qu'il va me pousser à bout quand même et qu'il va pousser aussi à bout son père, juste pour voir les limites, parce qu'il en a besoin aussi et ça fait partie de sa construction. Donc on est là, mais j'ai peur que cette corde à lâche et j'ai peur de péter un boulard en fait. Je pense pas que ça arrivera, mais si un jour il va trop loin, tu sais pas comment tu vas réagir. Et Dieu sait que, enfin, franchement, je suis vraiment dans le truc de me dire, je suis vraiment pas dans la punition. Je trouve que ça sert à rien. Moi, je suis dans l'explication. Je veux qu'il comprenne les choses et que si je prends une décision pour lui, en l'occurrence, imaginons, j'estime qu'il a passé trop de temps sur ton téléphone. Je lui dis, je te prends pas ton téléphone pour les lire. Je te prends ton téléphone parce que là, tu te rends pas compte que ta concentration, elle diminue beaucoup et que plus ça va aller, pire ça va aller parce qu'après, tu auras plus cette barrière. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu vas devoir travailler ou faire des études et que ton cerveau ne sera pas capable de se concentrer plus de 10 minutes sur une tâche? Tu t'imagines l'impact plus tard sur toi? Donc, je lui explique, tu vois. Je veux pas juste dire, dans ton portable, t'es trop sur ton téléphone, machin. Non, je veux qu'il comprenne. Donc, c'est extrêmement important pour moi. Et jusqu'au jour où ça se trouve, il va aller trop loin dans le test, il va aller trop loin dans le grattage et où je vais dire, monte dans ta chambre, ça suffit, ne sors plus. Et voilà, et j'ai pas envie de craquer. J'ai envie d'être présente pour lui et j'ai envie qu'il débute dans sa vie d'adulte avec des bases saines. C'est-à-dire qu'on aura passé cette épreuve du feu un peu. C'est Koh-Lanta. Ouais, c'est ça. C'est Koh-Lanta pendant 5-6 ans là. On aura passé cette épreuve ensemble. C'est ça, quand c'est fini, j'enchaîne avec la fille. Et je veux qu'il arrive avec des bases saines dans la vie d'adulte, qu'il ne se traîne pas de casserole, qu'il ait confiance en lui, qu'il ait vu qu'il pouvait compter sur nous, qu'il a expérimenté... parce que là, on s'arrête soft. Mais quand ça va venir le temps des premières fêtes, alcool, pétard, alors là... Peut-être tu ne seras pas confronté en vrai. En fait, non, mais c'est pas ça. C'est juste qu'on a des projections de ce qu'on a vécu. Mais ça ne veut pas dire que tous les adolescents vivent ça. Ça ne veut pas dire que tous les enfants passent avec ça. Non, mais vraiment, Ouais. alors, il y en a beaucoup. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des projections qu'on a de notre propre adolescence qui ne sont pas forcément adaptées au monde réel d'aujourd'hui et à la vie de ton enfant. Parce qu'il n'a pas été élevé par les mêmes personnes que toi, pas dans le même environnement, enfin, tu vois, il y a plein de choses qui changent. Et ça me fait penser à, tu vois, quand tes parents te disaient « Ah, moi, quand j'étais jeune, je faisais pas ça. » Bah ouais, mais en fait, t'es en train de me renvoyer l'image de ton adolescence. Et moi, c'est la mienne, en fait. Donc forcément, on a vécu des choses différentes, pas même époque, pas même environnement, pas le même cadre, pas Internet. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui changent. Et des fois, je me dis, enfin, parce que moi, quand j'imagine un jour l'adolescence de ma fille, mais je vois moins, en fait. Sauf que, est-ce que c'est pas une erreur que de faire ça? Si, je pense juste que c'est, tu vois, c'est une petite base d'apprentissage. Ce que tu as vécu, sincèrement, à aucun moment je me suis projetée sur Oscar pour mon adolescence. Enfin, vraiment, je sais que ça n'a rien à voir avec la choucroute. En revanche, mon vécu me permet de me dire qu'il peut avoir accès à ces dangers-là, il faut que je sois attentive sur ça et ça, et donc je vais pouvoir l'aider. Tu vois, mais en aucun cas je me dis, parce que j'en sais rien, parce que moi j'ai fumé mon premier pétard à... La drogue, c'est mal. Je sais même plus à quel âge. Lui, ça va être, il va aussi fumer. Non. Néanmoins, je sais qu'il peut y être confronté. Je sais qu'il peut y être confronté parce que c'est-à-dire j'ai que été ça confrontée. existe. Voilà, tu as la connaissance. Et je suis pas dans le déni total. Ouais, carrément. Ça fait sens aussi. Mais tu vois, il y a un truc que je me disais là, juste dans la conversation, c'est qu'on a abordé pendant presque 1 heure l'adolescence, mais on n'a rien dit de positif. Non, parce qu'il faut quand même donner de l'espoir un petit peu, tu vois. Alors, non, mais tu vois, parce que bien sûr qu'il y a des problématiques, mais il y a quand même aussi d'autres choses. Ouais, t'es peinard. T'as du temps pour toi. T'as plein de temps pour toi.
tu retrouves cette autonomie et tu souffles un peu, puisque ton petit est moins dépendant, n'est plus du tout dépendant de toi même. Ouais. Donc tu retrouves un petit peu de liberté temporelle, et ça, c'est très chouette. Mhm. Il est autonome aussi, donc il peut aider. Et tu l'apprends à ça aussi, le quotidien, hein, mettre la table, faire à manger, le linge, tout ça. Donc tu vois, c'est différent. Et après, tu peux avoir des discussions beaucoup plus poussées avec lui. Voilà, c'est une étape qui est difficile. Et je pense qu'elle est difficile parce que c'est compliqué. Tu vois, par exemple, les 2 ans peuvent être difficiles pour certains Ouais. parents parce que c'est usant, c'est bruyant, etc. La préadolescence, c'est plus insidieux. Ouais. C'est un travail de longue haleine et C'est comme tu dis, t'es quand même moins dans le contrôle avec des guillemets, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour contrôler nos enfants, mais ça te dépasse un peu plus c'est ça. que le Terrible 2. À la différence que pendant le Terrible 2, il est très très probable que tu ne dormais pas. Là, tu dors. Et tu as besoin de dormir. Il n'y a pas de hasard. Hein. Si l'adolescence arrive au moment où tu dors, c'est qu'il y a une raison, c'est que tu as besoin de ce sommeil-là pour survivre. Ouais, exactement. Et mais ouais, et après, ça va redevenir normal, mais il faut surtout pas lâcher la communication. Je pense que c'est ça qui est primordial. Avec mon fils, on s'écrit tous les mois. Oui, c'est trop bien ça. Ouais. Donc j'ai un Google Doc et en gros, je lui dis qu'il peut dès qu'il a envie et besoin, il me demande j'ai envie d'écrire, donc j'ouvre le Google Doc puis il écrit. Sinon, si jamais il n'a pas eu envie, vu que on s'était dit une fois par mois, au moins une fois par mois, il le fait, tu vois. Et donc, ça, en fait, je voulais que lui comprenne comment j'ai vécu cette année-là. Et je voulais comprendre comment lui a vécu cette année-là. Donc, à situation similaire, avoir les 2 points de vue pour se comprendre davantage. Et que du coup, à la fin de l'année, on voit comment cette première année de préadolescence et de collège s'est passée. Et j'espère, en fait, si j'ai fait ça, c'est pour qu'on rompe pas la communication, que toutes les choses qu'il avait envie de dire, mais qu'il n'osait pas me dire, là, il puisse me les dire vraiment comme ça sort. Et surtout que ça soit alors, j'ai pas envie d'appeler ça un outil parce que je trouve que ça a quelque chose d'absolument merveilleux, le fait de s'écrire sans entrave, et que ça implique d'avoir une confiance mutuelle qui est assez importante. Et je trouve ça beau. Vraiment, je trouve ça magnifique. Ce qu'il ait accepté de le faire, et ça me tient beaucoup. Au début, je voulais le faire toute seule et lui donner à la fin et lui dire, bah voilà. Et en fait, quand je lui ai proposé de le faire avec moi, il m'a dit, il était vraiment carrément OP. Ça nous sert du coup, entre guillemets, d'outil pour appréhender après les autres années. Mais en fait, ce qui est chouette, c'est que c'est vrai que ce truc d'écriture, c'est quelque chose qui vous lie depuis longtemps. Ouais. Oscar, je me souviens, écrivait déjà des BD, des histoires quand il était plus petit, et que ça vous permet de garder le lien parce que c'est justement ça que vous avez ça en commun. Ouais, parce qu'on a trouvé. Ouais. C'est vraiment ce qui nous. Mais on parlait de choses positives. En vrai, ça, sans l'adolescence, tu l'aurais pas eu. Et c'est des trucs où peut-être que tu dis adieu à l'enfant. Ouais. Tu dis adieu à cette relation-là de protection, de petits câlins, des machins, tout ce qui est lié à l'enfance et qui est beaucoup trop mignonne. Mais en même temps, t'ouvres la porte sur autre chose. Ouais, c'est ça. Sur une construction de relation qui est différente, qui est plus... je fais le geste de nivellement, qui est à un niveau vraiment plus égal. Je sais pas comment dire. C'est pas qu'il y a une différence de niveau quand ils sont enfants, mais il va être plus à même d'entendre tes émotions comme toi, tu vas être à même d'entendre les siennes. Et je pense, ça c'est... Voilà. Et ça c'est possible parce que les enfants grandissent, parce qu'on change aussi. Et c'est quelque chose de beau, finalement, dans cette relation. Alors, il y a toujours des deuils à faire, mais c'est comme quand tu fais le deuil du nouveau-né, quand tu fais le deuil du tout petit. C'est exactement le deuil des couches. Je sais pas s'il y a des gens qui font le deuil des couches, mais why not? Tu sais, de l'allaitement ou des biberons. Tu sais, la parentalité, moi, je trouve que c'est ponctué de plein de petits deuils comme ça. Il y en a qui sont plus difficiles à gérer que d'autres. Moi, je sais que, par exemple, l'arrêt de l'allaitement, ça a été quelque chose de hyper difficile à gérer. Parce que j'avais l'impression d'entrer dans une autre étape oh mon Dieu, elle a plus besoin de moi pour survivre, tu vois. Alors que si, elle avait 1 an, n'exagérons pas. mais tu vois, il y a vraiment eu ce truc-là. Et j'ai l'impression, en t'entendant parler, que t'entrer dans l'adolescence, ça t'a fait ça aussi. Ça m'a fait ça. Et surtout, j'ai pris conscience que on fait vraiment pas des enfants pour nous et pour les garder. Mais ça, tu sais, quand ils sont tellement dépendants de toi, même si tu le sais au début, t'es pas meumeux, tu fais un enfant, tu sais que tu vas pas le garder toute ta vie, mais ils sont tellement proches et tellement dépendants de toi que ça te passe pas. En fait, ça et te puis passe ils pas font par la partie tête. de ton identité presque. Ouais, c'est ça. Et là,
tu prends conscience vraiment que tu es en train de fabriquer un être humain autonome qui va partir, qui va vivre sa vie et qui t'appellera une fois par semaine. Mais ouais. Si tu as de la chance. Non, mais attends, après, quand tu Et ça, t'imagines c'est ton dur. rapport à tes propres parents et à Ouais. quel point t'as pas besoin, entre guillemets, d'eux aujourd'hui. Exactement. Et ça, Mais en c'est fait, compliqué. un jour, ça sera toi, quoi. Parce que c'est pas, j'ai pas fait le deuil de mon enfant. J'ai fait le deuil de mon rôle de mère. Et alors que ça fait partie de mon identité depuis plus de 10 ans, et ben il a fallu que je me dise, ok, je me retrouve face à moi-même là. Enfin, pas exactement parce que j'ai Elisa qui suit, mais je vais me retrouver face à Pauline. C'est ça. Et puis le jour où ils seront, alors on anticipe, parce qu'on n'en est pas encore là, mais ça va si vite. Le jour où ils seront partis. Ouais. En fait, c'est de voir. J'allais dire le jour où tu seras grand-mère. Le jour où tu seras morte. Non. Non, mais c'est pas ça. Mais en fait, si on prend la vie dans sa globalité du jour 1 au dernier jour, la parentalité, c'est un tout petit bout de la vie en vrai. C'est vrai. C'est genre 20 ans de ta vie. C'est tout. Et mais pour l'instant, c'est Et mon si tu cœur de vis vie. 90 ans, t'imagines, tu vis 70 ans sans cette parentalité. C'est pas que t'es plus parent après, c'est juste que ça fait plus partie de ton quotidien. Exactement. C'est plus, ton monde ne tourne plus autour de ça parce que ils ont leur vie. Mais en fait, finalement, le moment où tes parents, si tu vis 90 ans, je dis 90 ans, ça peut être 80, c'est pareil, c'est très très court. Et quand tu le regardes comme ça, quand tu prends de la hauteur comme ça, j'ai l'impression que ça permet quand même de vachement relativiser. Ça amenuise pas les moments difficiles. Je veux dire, ils font quand même partie du game et ils sont importants et ils ont vraiment leur place. Mais quand tu prends ce recul-là, tu dis, en fait, à un moment donné, dans un futur plus ou moins proche, tu vas retrouver une vie où en fait ce sera toi. Et c'est pour ça, tu vois, on dit de ne pas s'oublier quand on devient parent. Oui. C'est ça en fait. C'est qu'en fait. C'est après le retour à la réalité peut être très difficile. Quand tes enfants s'en vont, que tu te retrouves face à ton mec et qu'en fait, potentiellement, ça fait 20 ans que tu lui as pas parlé parce que vous êtes appelés papa et maman pendant 20 ans. Oh, mon Dieu, l'angoisse. L'angoisse, non mais tu vois, c'est hyper dur. C'est pour ça qu'il y a aussi plein de gens qui se séparent à ce moment-là. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui se jouent. Mais de pas oublier qu'on a fait des enfants, ils sont pas notre monde en fait. Et c'est hyper dur en même temps parce que je te dis ça, mais moi je vois mon petit chat qui n'est plus un petit chat, mais j'arrive pas à m'imaginer qu'en fait un jour elle aura plus autant de place et qu'un jour je n'aurai plus autant de place dans sa vie. Et pourtant, crois-moi, dans ma maternité, j'ai toujours eu cette conscience-là et ce truc de me dire, je suis pas mère en premier. Moi, je suis Pauline en premier. J'ai jamais eu de problème à le dire. Je suis maman, mais je suis pas que maman. Et il est hors de question que tout mon univers tourne autour de mes enfants. Je me suis toujours refusé ça et j'étais toujours très droite dans mes baskets. Et pourtant, ça n'empêche que là, de le vivre et de me dire qu'il y a cette maternité qui, ça y est, là, elle s'effiloche de moi et cette partie-là est en train de partir avec mon grand garçon. Alors que pourtant, je suis toujours vaquée à mes occupations et mes activités et fait plein d'autres trucs et c'est pas que maman. Et ça me fait quand même mal. Alors j'imagine les mamans, sincèrement, qui se sont mis entre parenthèses pour leur enfant, ça va être très rude. Il va y avoir un temps de latence et d'adaptation pour être de nouveau à l'aise avec soi-même, avoir des activités qui ne tournent pas autour de tes enfants. Ça peut être vraiment vécu comme un bon et gros deuil, je pense. Mais en même temps, quand tu sais que c'est aussi court finalement, ce laps de temps, tu comprends aussi que tu as envie d'être justement all-in presque dans ce truc-là, parce que tu sais que ça ne dure pas. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de bon comportement. Ouais, non, c'est vrai. Il n'y a pas de c'est mieux de faire ci, c'est mieux de faire ça. C'est juste qu'en fait, en vrai, tu choisis pas la mère que tu es. C'est vrai. C'est pas si simple que ça. Il n'empêche que je pense quand même que c'est important de comprendre que c'est pas tout ce qui nous définit. Et tu vois, c'est pour ça aussi parfois, genre quand il y a des fratries où il y a beaucoup d'écart d'âge aussi, c'est un peu lié à ça. Genre, tu veux avoir ce statut parce que c'est ce qui te définit ou c'est peut-être parce que t'aimes ça plus que tout au monde. Mais la maternité, c'est qu'un temps. On était déjà quelqu'un avant d'être maman en fait. Et on sera toujours quelqu'un après. On sera maman toute notre vie, c'est-à-dire qu'on sera toujours la maman de ces êtres que nous avons engendrés, mais à un niveau différent et avec une place bien, bien différente que celle qu'on peut occuper aujourd'hui. Et même si ça prend beaucoup de place, et en fait, même déjà là, tu vois, moi, au bout de 7 ans, je me rends compte à quel point ça prend beaucoup moins de place déjà. Enfin, dans mon quotidien, j'y pense pas autant qu'avant, tu vois. Vraiment, la seule chose positive, non, c'est dur de dire ça. Le gros point positif, je te dis, c'est vraiment ça. Tu retrouves du temps. C'est vraiment cool. Ouais, c'est chouette, on aime bien. Merci, Pauline. Merci, Élise. C'était trop bien. J'espère que ça servira. Écoute, je pense... en vrai, peu importe, si vous avez passé un bon moment, c'est déjà pas mal. Hein.
Ne faisons pas de promesses comme ça. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Non, mais après, voilà, c'est intéressant quand même d'avoir des points de vue, des témoignages. Alors pour l'instant, je crois que tu es un peu la première, ou alors non, j'ai peut-être eu déjà, mais pas trop de témoignages autour de l'adolescence, tout ça. Mais il y en aura de plus en plus parce que vos enfants vont grandir. Voilà. Donc il y en aura de plus en plus, mais je pense que ça reste important parce que c'est pas parce que toi tu vis ce passage-là de cette façon que tout le monde va le vivre de cette façon. C'est pas parce que ton enfant à toi traverse l'adolescence comme ça que tous les enfants vont vivre l'adolescence de la même façon. C'est encore une fois, c'est un truc qui est important. Puis moi j'ai des craintes que non voilà. pas. Et puis un vécu, c'est un vécu, c'est pas universel. Et mais il n'empêche que c'est quand même important d'en parler parce qu'en parler, à mon sens, ça reste politique de pas cacher l'intimité. C'est quelque chose d'hyper important de montrer la réalité. Donc merci de l'avoir fait. Puis on se retrouve dans 15 ans. Dans 15 ans, pas du tout. On se retrouve dans 5 ans avec Elisa. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va se marrer. Le problème, c'est qu'en fait, je serai dans le même bateau que toi, donc ça va être sympa. Là, on pourra confronter nos idées. Restez connectés, ça promet un épisode très sympa. Oh mon Dieu. Merci, puis à bientôt, Pauline. Attends, je t'ai pas dit. Oui. Où est-ce qu'on peut te retrouver, en fait, si on veut suivre un petit peu tes aventures? Sur Instagram, et mon pseudo, c'est Break Your Day. Oh, merci. À bientôt, Pauline. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour cette nouvelle dose de Prenons un café frappé, la capsule d'été dans laquelle on prend des nouvelles des invités emblématiques du podcast. Tu veux réagir à cet épisode? File vite sur Spotify pour répondre à la question de la semaine. Et si tu as aimé écouter mon invité du jour autant que moi, c'est le moment d'en parler à la terre entière en partageant l'épisode sur tes réseaux sociaux ou à tes amis dans la vraie vie. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi autour d'un café.